Teleproyecto. Declarado de interés nacional por el Ministerio de Cultura de la República Argentina. Dirección General, Francisco Fasano. Hola, bienvenidos a esta nueva misión de Teleproyecto Arquitectura Audiovisual, esta aventura de comunicación que nació allá por el año 1991 y que semana a semana renueva este encuentro con la actualidad del ejercicio profesional en diversas formas. Si hay un arquitecto que se ha preocupado por darle a estos espacios escala humana, ese fue Le Corbusier, el gran maestro de la arquitectura moderna. Hoy comenzamos el programa con el cuarto capítulo del documental sobre su vida y obra, un material que nos fuera cedido gentilmente por el Departamento Cultural, Científico y de Cooperación de la Embajada Francesa en la República Argentina y al cual hemos resubtitulado digitalmente para una mejor lectura. Le type de monuments historiques qui m'ont mis d'un coup. Jardot en particulier, qui est de la Scoral, qui est inspecteur en monuments historiques, et puis un type qui est né de natif de Ronchon, justement, et qui est aussi aux monuments historiques, l'équipe jeune, qui rénove un peu tout ce qu'on a de l'administration. C'est aussi un lieu très particulier, c'est un mamelon au-dessus de la plaine de la Saône, qui a toujours été occupé par des lieux de culte, par des temples autrefois païens, et le christianisme est venu par des églises, par une chapelle, qui a été chaque fois démolie au cours des siècles et des millénaires, sans arrêt, massacré tout le temps, en guerre de 71, à la guerre de 14, à la guerre de 39, et puis encore à la libération, ça n'a pas cessé. Ils avaient confié cette reconstruction aux gens locaux, ça a duré, ça n'en finissait pas. Ils se sont trouvés en concile de je ne sais quoi, là-bas à l'archevêché, avec leur chapelle sur les voies qui n'avaient pas pu s'avancer. Alors comme ils étaient fichus, ils désespéraient. Un jour, à un moment donné de la réunion, Mathé, l'inspecteur, a dit à l'odeur, le chaman, vas-y, il lance le mot. Ils ont dit, Corbusier, alors ils ont dit, oui, peut-être bien, oui, puis ils ont enlevé la science, ça y était. L'archevêque a dit, l'abbé Vedeur a dit, dis donc, pas du non, quoi, c'est très grave. Hein. Allez-y donc, on peut voir, allez en mission, dimanche, je peux voir. Hein. Il dit, est-ce que c'est?
qui est venu à la maison avec la feuille d'or. Alors je lui ai dit, mais je m'en fous, je lui ai dit, c'est pas moi qui vous demande de la faire. Hein. Et puis si j'en fais, je fais à ma manière. Et puis ça m'intéresse parce que c'est une œuvre plastique, c'est difficile. Et il y a des années, j'ai refusé, il y a 20 ans, à peu près, d'en faire une. On m'a proposé, mais maintenant je me sens assez de goût de faire ça. Il a été tellement emballé qu'il a fait un très bon rapport à son archevêque. Et je suis parti là-bas, j'ai vu les terrains. Alors, j'ai fait de la conquête de type du pays, hein. Si les gens de métier, les gens, le curé, j'ai déjeuné chez le curé avec l'abbé, avec la cuisine de la sœur du curé, j'ai dit des bêtises sans l'arrêt pour les faire rigoler. Tout le temps. Alors, ils m'ont fait pour être pas sérieux, peut-être. Et puis après ça, nous sommes montés sur le terrain pendant 2-3 heures, j'ai travaillé comme un zèbre, comme je sais le faire, enfin, sérieusement. Alors, j'ai fait la coucher de l'église, qui n'est pas facile. C'est une sacrée affaire. Ah oui, et ça t'intéresse alors ça? Ah oui, je fais un truc d'art. Hein. Il n'y aura pas un décor, zéro. Et alors, ça plaira? Ah, ça je sais pas. Il y a 12 000 pèlerins 2 fois par année. Alors il y a une messe qui se donne dedans, une messe dehors. La messe dedans, c'est pour les petits. Elle avait quelle capacité? 200 seulement. Et alors j'aurai un laboratoire au-dessus de la sacristie de musique. Quand on leur foutra ces histoires de musique, un grand raffut, quand tu auras 12 000 titres là-dedans, avec les amplificateurs, avec, j'ai dit au curé, j'ai dit, enfin tout de même, au lieu d'avoir une vieille fille de Ronchamp qui joue sur un accordéon, pas un accordéon, un harmonium à la noix désaccordé, n'est-ce pas, des horreurs, des choses sans voix, vous pourrez avoir les plus belles choses et faire composer et mettre en avant de la nouvelle musique religieuse là-dedans, des choses tout à fait neuves, de plein air. J'ai vu machin, comment il s'appelle, Varese, à New York, l'autre jour, j'ai demandé Varese, hein, vous me foutrez une musique de tous les diables, c'est ouvert pour les musiciens qui veulent faire quelque chose. Oui, si tu te sens, des idées, hein, mais pas des histoires tristes, hein, de telle musique, grand raffut.
pierres calcinées de l'église qui avaient été démolies par la guerre, n'est-ce pas? Ces pierres calcinées ne peuvent pas porter. Et tout de même, je ne voulais pas les envoyer en char à rejoindre le ballast de la route. Alors j'ai employé ces murs d'hypochitienne, je les fais courbes. Hein. Et cette courbe m'est utile parce que je fais des courbes de nature acoustique, paysage acoustique. C'est une acoustique de l'espace. Ça reçoit les 4 horizons qui sont différents les uns des autres. Et il y a le soleil levant, il y avait la désignation, c'est l'axe sur Jérusalem. L'autre, c'est le soleil levant et le soleil couchant, le nord et le sud. C'est avec ça qu'on compose. Et dedans, il n'y a pas un signe, pas un geste, pas un outil artificiel et créé par les siècles de déchéance de l'architecture. Il n'y en a pas mis un seul de ces signes dans cette chapelle de Rançon. Et même la croix, je l'ai mise dans un endroit tout à fait significatif. Et au début, elle était mal placée, elle était dans l'axe, elle avait l'air solennelle, elle avait pas solennelle, elle avait l'air bête. Tandis que je l'ai mise comme témoin à côté, et quand on pense qu'il y a un crucifié là-dessus, ça c'est dramatique. Ce n'est certes pas la première fois que Le Corbusier expose à Paris. On a donc revu le célèbre architecte et urbaniste à qui l'on doit une grande part de la renaissance de l'architecture moderne et dont les œuvres maîtresses jalonnent les grandes villes du monde entier, des Indes au Brésil. Cette exposition n'est cependant pas comme les autres, car Le Corbusier y montre 2 aspects de son talent, la peinture et la sculpture, que son génie architectonique avait laissé dans l'ombre. J'ai toujours été attiré par le phénomène créatif, quel qu'il soit, et celui appliqué très particulièrement à l'homme et à son milieu. Il faut avoir une sympathie pour le phénomène homme dans son milieu, et c'est ce qui m'a intéressé. Et j'ai trouvé dans la peinture le moyen de développer ce sentiment que j'ai. C'est un moyen passionnant, mais périlleux. Comment pouvez-vous vous limiter à une toile de 2 mètres sur 3, vous qui pensez par villes entières? J'ai ce péché capital, c'est d'être assujetti aux choses visuelles. J'ai des yeux, tout ce qui est visuel, c'est-à-dire le dessin, la peinture, la sculpture, l'architecture, pour moi n'est qu'un seul phénomène. C'est symphonique, n'est-ce pas? Et l'architecture exige certaines qualités de nature pensée, intérieure, n'est-ce pas? C'est dans le cerveau que ça se passe, c'est de la conception. Les autres choses en sont aussi, mais avec des possibilités manuelles, telles que parfois, je le dis, c'est ma main qui va avant mon esprit, car elle a de telles habitudes et de telles possibilités extraordinaires. La main humaine est une chose formidable. J'aime les choses belles, j'ai le sentiment des volumes et des couleurs. Je réclame l'autorisation de faire pour moi-même de la peinture, de l'architecture et de la sculpture. Si ça gêne les autres qui ne s'en occupent pas, qui restent chez eux, ils n'ont pas besoin de venir la voir. Et si par hasard, à 75 ans, on me dit, montrez donc un petit peu ce que vous avez fait, eh bien, et il vient du monde, qu'on ne soit pas jaloux de ça, qu'on me fout la paix, hein.
mon usage personnel, j'ai un château en Côte d'Azur qui a 3,66 m par 3,66 m. C'était pour ma femme, c'était épatant. J'étais extravagant dedans, de confort, de gentillesse, etc. Pour mon usage personnel, dans ce même château, j'ai à 13 mètres de là sur une plate-bande. Ma maison en moi, elle a 1,90 m par 4 mètres, c'est des planches de chantier qu'on a mises ensemble, et puis ça va, c'est fort bien. Et vous considérez que c'est votre château? Mais oui, vous savez, j'ai cherché à faire bien le mieux possible, bien entendu. Mais est-ce que vous êtes toujours d'accord avec ce que vous écriviez sur le modulor, par exemple? Ça fait partie de ces définitions que j'ai dit, je me suis occupé de l'homme. Il y a un type célèbre qui s'appelle Luca Pacioli, qui à la Renaissance, vers 1400, écrit La Divina Proportione, qui provenait des vieilles choses du passé, les nombres d'or, les Égyptiens, Pythagore, tout le Faucon. Eh bien, moi, j'ai apporté à ce nombre d'or quelque chose de neuf. Pourquoi? À cause du système métrique qui vient de la Révolution française, n'est-ce pas? Avant, il avait le pied-pouce, c'était tout cuit, c'était de l'échelle humaine, n'est-ce pas? Tandis qu'avec le métrique, nous avons perdu tout ça. Alors, ce système métrique a dépersonnalisé, déshumanisé les outils de mesure. Le mètre, les dixièmes de mètre et centièmes de mètre ne sont pas des mesures rattachées à l'échelle humaine. Et le modulor, moi, je l'ai rattaché à l'échelle humaine. J'ai pris les proportions depuis le plexus solaire de l'homme jusqu'à sa tête et le bras levé, et retrouvé la section d'or là-dedans, et créé un système de dimensionnement qui répond à tous les besoins du corps humain, assis, debout, couché, etc. Et il se trouve que j'ai trouvé ce truc-là sans m'en douter. Moi, je suis sans prétention, bien entendu. Enfin, c'est une chose importante et qui ouvre à l'industrie des chemins énormes, illimités. C'est un outil des temps modernes qui est éclos. C'est une source intarissable d'étonnement de voir qu'une gamme de mesures, un piano accordé, un clavier accordé de mesures à l'échelle humaine est une innovation sensationnelle, ça ne s'est jamais fait. J'avais été très intéressé parce que le père Couturier m'avait expliqué le rituel dominicain qui est vieux de 800 ans et qui est très humain et ça m'intéressait beaucoup. Et il n'y avait pas le sou comme d'habitude dans toutes les choses qui me concernent. On vient toujours demander, on dit c'est pas le sou mais vous nous ferez quelque chose de beau. Et l'église qui fait partie de l'ensemble, c'est une caisse. Et ça, c'est l'esprit de proportion qui est dedans, l'esprit de rayonnement, l'esprit d'harmonie. C'est fait avec les matériaux les plus fantastiquement simples qu'on puisse imaginer. Jamais on n'a bâti si sommairement que ça. J'étais un petit peu curieux de voir la tête que ça ferait. Quand j'ai été le jour de l'inauguration, avec la grande messe solennelle, avec le chant grégorien admirable qui était chanté là-dedans, j'ai été ravi, le but était atteint et je crois que tout le monde qui était là a ressenti ça comme une grande impression. Même l'archevêque de Lyon m'a fait un petit discours à un moment donné après la cérémonie. Il m'a dit qu'il s'était converti à Le Corbusier ce jour-ci parce que jusqu'alors il croyait que Le Corbusier était quelque chose comme un diable et qu'il s'apercevait que je savais faire non pas l'art religieux si l'on veut, mais un art des lieux de prière et de méditation, ce qui est le phénomène et la manifestation du sacré dans le cœur humain.
avec Pierre Jeanneret, nous avons fait des choses terriblement révolutionnaires. Ça a épaté les gens, il y a eu les amis instinctifs, intuitifs qui se sont ralliés, et les autres sont gueulés, et comment, n'est-ce pas? Et on a même voulu à un moment donné m'avoir en me faisant entrer à l'Institut, alors j'ai dit non, c'est pas. Ah, pourtant, on m'a dit que les grands pontifs de l'Académie des Beaux-Arts seraient très contents de vous avoir avec eux. Ben oui, moi je leur ai dit, voilà, moi j'ai peur du diable, alors... Ce ne sont pas des diables, ils sont très gentils. Mais j'ai rien à faire avec l'Institut, qu'on me laisse tranquille avec l'Institut, moi je ne demande qu'une chose, c'est ne pas m'emmerder. Je n'aime pas les académies. Ma première conférence, des 10 conférences de Buenos Aires de 29, commençait par ceci, il ne faut pas penser académique, n'est-ce pas? Réfléchissez à ce que ça veut dire, et puis après, quand vous avez fait le tour de la question, c'est peut-être de mon avis ou pas, peu importe. Est-ce que certains de ceux qui sont partis de vous n'ont pas fait de l'architecture moderne un certain académisme? Bien sûr, c'est l'académisme de la boîte à savon, n'est-ce pas? Et alors, depuis la guerre, où j'ai eu certaines commandes, des chapelles, je sais pas pourquoi, mais enfin, de la chapelle de Ronchamp, qui est devenu un lieu mondial de rendez-vous, n'est-ce pas? Le couvent de la Tourette, qui est devenu un lieu d'admiration de tous les gens, même actifs, qui voulaient presque être moines, mais pas tout à fait, ils aimaient pas entrer, hein. Eh bien, enfin, ou ils aimaient pouvoir sortir, c'est ce que je voulais dire, n'est-ce pas? Eh bien, un de mes clients voulait à tout coup me faire une église pour lui, dans une ville dont il est le maire. J'ai dit non, moi, j'ai pas envie du tout, j'en ai déjà fait 2, ça suffit. J'ai dû passer à Lyon, la Tourette, et je vois cette église à terminaison, je dis non, de titre, c'était pas tant ça. Alors, je suis apte à en faire une troisième, parce que cette seconde était totalement opposée à Ronchamp, était tout en angle droit, et puis la troisième va être verticale. Il n'y aurait pas tout ce qui est sorti de vous, non seulement ce que vous avez signé, mais également l'influence énorme sur l'architecture contemporaine, dont vous êtes, disons-le, le père, en grande partie. Même si ce père renie quelques-uns de ses enfants, non? Je m'en occupe pas de mes enfants, ils se sont fait d'eux-mêmes. Hein. Est-ce que sans le béton, vous auriez pu concevoir votre architecture? Le béton s'étant développé depuis 1920 jusqu'à 1960, en 40 ans d'une manière prodigieuse, permettant de faire des voiles, des courbes, des surfaces gauches, etc., ce qu'on ne savait pas faire avant. Le béton d'Auguste Perret, de la rue Franklin, etc., c'est de la charpente en bois, n'est-ce pas? C'était le même point de départ. Tandis que maintenant, avec le béton, on fait des formes comme plus que des œufs d'autruche, on fait des œufs dégingandés, de tout ce que vous voudrez, des formes grosses. Alors, je profite de ces ressources. Pourquoi pas? Ça m'amuse, ça m'intéresse. Et au lieu de rester étroitement à faire des bâtis de béton à angle droit, eh bien, j'ai fait toutes sortes de choses. Quand le projet s'y prêtait, que vous n'avez pas été tout de même dominé par ce matériau? Non, moi j'ai été dominé par la bête homme et femme, n'est pas les enfants, par le centre familial, c'est la famille, n'est pas le foyer, c'est plutôt le foyer, c'est le vrai mot, c'est de donner à l'être humain sa coquille, hein. J'ai fait mon architecture, elle est cohérente comme un organisme vivant, elle est biologique, si vous voulez un mot bien embêtant, n'est-ce pas? Elle est biologique, il y a un support osseux, il y a des forces musculaires, il y a des réseaux sanguins, lymphatiques, nerveux dedans, il y a tout ce qu'une biologie comporte d'impeccable, c'est dans mes maisons. Et je l'ai mis, c'est pour ça que je suis un pauvre forçat du travail. Je suis pas malheureux de tout ça, n'est-ce pas? Je fais des villes, ou des maisons, ou des baraques, peu importe, et ça commence à la plus petite chose, et c'était l'addition de toutes les petites choses, les unes à côté des autres, modestement, avec persévérance, quotidiennement, qui permet de faire quelque chose au bout de la course, n'est-ce pas? Et moi, je dis simplement ceci, je suis un homme de travail, je suis un homme de persévérance, de minutie, d'exactitude, de rigueur et de continuité. Et toute ma vie a été faite de continuité pendant 50 ans. Et je demande simplement aux autres, vous voyez, mettre sur la table ce que vous avez fait, n'est-ce pas, au lieu de crier. Après 50 années de voyage à travers le monde, je me sens le droit de dire que j'ai appris quelque chose, discerner des choses, et même trouver une solution. Lequel de mes négateurs sempiternels peut-il me contester ce droit? J'ai mesuré que les hommes politiques sont demeurés non pas indifférents, mais étrangers à l'urbanisme, en dehors de l'urbanisme.
Il avait été peintre, sculpteur et plus secrètement poète. Il ne s'était battu ni pour la peinture, ni pour la sculpture, ni pour la poésie. Il ne s'est battu que pour l'architecture. Sa phrase fameuse « Une maison est une machine à habiter » ne le peint pas du tout. Ce qui le peint, c'est son autre phrase « La maison doit être l'écrin de la vie », la machine à bonheur. Il a toujours rêvé de ville, et les projets de ces cités radieuses sont des tours surgis d'immenses jardins. Cet agnostique a construit l'église et le couvent les plus saisissants du siècle. Il disait à la fin de sa vie « J'ai travaillé pour ce dont les hommes d'aujourd'hui ont le plus besoin, le silence et la paix. » Si j'ai un petit titre à la reconnaissance publique, c'est non pas d'avoir fait des palais, car j'en ai tout de même fait quelques-uns, mais d'avoir, dès que j'ai abordé le problème de l'architecture, ou des arts, ou de l'expression de la sensibilité humaine, j'ai eu le sentiment que le logis était le temple de la famille, et qu'il y avait quelque chose de grand à tenter de ce côté-là, qu'il y avait là-dedans une grande part du bonheur humain. Et je ne sais pas pourquoi je me crois obligé de m'occuper du bonheur humain, mais j'aime autant, dans mes préoccupations, arriver à approcher la solution d'un tel problème, afin d'alléger la peine des hommes, et surtout, afin d'apporter ces facteurs essentiels qui sont la joie de vivre. Y de esta forma llegamos al final del último capítulo del documental sobre la vida y obra del gran maestro de la arquitectura moderna. Un material que nos fuera cedido gentilmente por el Servicio Cultural, Científico y de Cooperación de la Embajada Francesa en la Argentina y que hemos resubtitulado en su totalidad para una mejor lectura. Un documento excepcional donde conocer contadas por él mismo las ideas rectoras que le dieron sustento a su revolucionaria trayectoria. Conceptos fundamentales que siguen teniendo vigencia y constituyen una permanente guía del ejercicio profesional. Un nuevo ciclo de arquitectura audiovisual que se integra a la videoteca de Teleproyecto y que estará a disposición en nuestro siempre renovado sitio en Internet.
¿Tiene registrado en video profesional el desarrollo completo de sus obras? Desde Teleproyecto, la empresa con mayor experiencia en filmar arquitectura y construcciones, ponemos a su disposición nuestro departamento de seguimiento de obras en video. Es otro servicio de Teleproyecto, la construcción en imágenes. Más de un cuarto de siglo filmando obras. Fue una producción de Teleproyecto, www.teleproyecto.com.